actuellement, là, je travaille sur les algorithmes du web, hein, donc j'essaie de faire une anthropologie des algorithmes, c'est-à-dire de comprendre avec des instruments de sociologues ce que font les calculs dans les artefacts techniques du web, ce qu'ils veulent faire, quel est leur esprit, en fait, comment ils se représentent l'utilisateur, l'Internet, l'information, et la manière dont ils travaillent, architecturent l'information sur le web, et dont les utilisateurs sont aussi soumis au guidage, aux désirs, aux volontés de ces algorithmes et de ceux qui les conçoivent. Est-ce qu'on peut dire qu'on est dans une société de la participation aujourd'hui et en quoi les outils numériques en sont la cause? Ben, ce qui est arrivé avec le numérique et Internet en particulier, c'est effectivement que la possibilité a été donnée à l'ensemble des internautes de s'exprimer publiquement. Alors, ce publiquement n'est pas le grand public des médias traditionnels, mais les gatekeepers, ceux qui contrôlaient l'accès à la parole publique, qui étaient les journalistes, les éditeurs, n'ont plus autorité pour dire que mes propos, mes photographies, mes formes d'expression, mes indignations, je ne peux pas les rendre publiques sur Internet. Donc il y a quelque chose de nouveau dans la société qui s'est installé grâce au numérique, c'est effectivement la possibilité participative donnée à chacun de prendre la parole et d'utiliser les outils numériques pour s'exprimer. Alors, ça ne veut pas dire ensuite que ces choses vont être prises partout, vont circuler de façon forte. Et du coup, c'est l'intérêt pour les algorithmes, par exemple, mais c'est l'intérêt aussi pour les nouvelles formes d'engagement et de participation des internautes. C'est qu'on se rend compte qu'il y a une toute petite fraction, hein, et on retrouve d'ailleurs des lois sociologiques dans la sélection de ceux qui vont réussir à attirer à eux l'attention du plus grand nombre, qui vont employer ces nouvelles technologies numériques pour arriver à créer des formes qui peuvent être des formes politiques, mais qui peuvent aussi être des formes culturelles. Et donc c'est un peu l'intérêt, moi, que je trouve dans cette journée, c'est de discuter sur la manière dont, finalement, le travail que font les artistes dans leur espace, qui est souvent un espace assez fermé, assez clos, et un entre-soi, très, très souvent des avant-gardes esthétiques, comment ils rencontrent aussi des nouvelles dynamiques expressives qui viennent du fait qu'aujourd'hui, avec Facebook, avec Twitter, avec les blogs, il y a une expressivité un peu générale de la société qui dit tout, n'importe quoi, qui bavarde, qui s'amuse, qui rigole, qui écoute de la musique, qui participe beaucoup d'ailleurs de la reprise des productions des industries culturelles, mais qui à l'intérieur de ça produit une sorte de remix et produit une sorte de coordination entre les individus qui a de l'intérêt et qui intéresse aussi les nouveaux espaces esthétiques de l'art contemporain, de l'art numérique et de la numérisation plus générale d'ailleurs de toutes les formes d'art, même dans le spectacle vivant, qui serait a priori le plus éloigné du monde numérique, de voir comment s'articule la relation entre les créateurs et ces nouvelles expressions très ordinaires de vous, de moi, de n'importe qui sur ces pages Facebook ou Twitter. Mais est-ce qu'on peut vraiment appeler ça de la démocratie quand on parle par exemple du like sur Facebook, l'expression d'une opinion par un like, est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment de la démocratie? Alors, plutôt de la passivité, enfin, ça m'interpelle un peu cette histoire. Oui, mais c'est une question qui fait toujours débat. Alors moi, je pense que oui, c'est de la démocratie. Alors, est-ce que c'est la démocratie telle qu'on se la représente traditionnellement? Non, certainement pas. Ça n'a pas la valeur de gestes politiques qui seraient des gestes beaucoup plus impliquants, qui auraient des formes de motivation de l'individu qui soient beaucoup plus structurées politiquement dans des organisations, des syndicats, des partis et des formes classiques de l'action politique. Mais ils sont le témoin d'une transformation de nos sociétés. Et moi, c'est pour ça que je pense qu'il est d'abord assez dangereux de les disqualifier. Enfin, dangereux, non, mais assez élitiste de vouloir les disqualifier au nom d'une forme qui serait noble et haute de la démocratie, dont on sait qu'elle est réservée à des profils sociaux extrêmement particuliers dans nos sociétés qui se sont professionnalisés, qui se sont même d'ailleurs enfermés entre eux pour définir ce qu'était la politique et la démocratie, et que donc il y a quelque chose qui se joue dans ces usages individuels et ordinaires qui vient constamment contester la clôture de l'espace politique sur lui-même. Alors dans nos démocraties, ça paraît un peu vain et futile de liker une page Facebook, mais bon, on a vu ce qui s'est passé en Turquie, ce qui s'est passé au Brésil, ce qui s'est passé dans les pays arabes. Donc c'est aussi partie de ces formes ordinaires qui, utilisant le numérique, ont pu
organiser des formes de mobilisation sociale importantes. Donc je pense qu'il est nécessaire de ne pas trop les déconsidérer. Et puis, elles traduisent aussi, et elles sont sans doute le symptôme et le témoin d'une crise de la représentation politique qui fait que les formes instituées de la démocratie, celles qui passaient justement par du contenu et des valeurs et un programme, et puis par un collectif qui soit un collectif fermé, qui a un intérieur et un extérieur, qui a des membres et des non-membres, et qui va prétendre représenter la société ou un segment de la société, etc., qui était la forme parti, la forme syndicat, est aujourd'hui en crise du fait même de l'individualisation des pratiques sociales et dans lequel le numérique se retrouve, et dans lequel les internautes disent moi, je définis moi-même mon programme, je m'associe à certains qui sont en train de mener des actions, mais je ne délègue pas ma voix comme on la confierait dans une sorte de remise de soi à une association, une institution ou un parti pour me représenter. Je me représente moi-même puisque précisément le numérique m'a donné des outils de représentation. Et ça, je crois que cette tendance-là, elle traverse toutes nos sociétés, elle met en crise en partie les formes traditionnelles de la politique. Ce n'est pas une crise complète, c'est plutôt une articulation nouvelle, mais dans lequel le rapport entre les collectifs institués et les individus doit trouver plus de symétrie, ou trouver de nouvelles manières d'agréger et d'articuler des individus tout en préservant cet désir qu'ont les individus de garder une autonomie de décision, de choix et de principe dans leurs actions. Et ça, voilà, ce qui se joue sur Facebook et ce qui se joue sur Twitter, c'est le témoin de ce genre de choses. Alors, ça présente, à mon avis, beaucoup de qualités, ça présente aussi des problèmes. On l'a vu pour les révolutions tunisiennes et égyptiennes, c'est-à-dire que ça permet d'agréger les gens, de faire de la mobilisation, de tout d'un coup de créer un espace de revendication et de mobilisation, mais évidemment ça ne structure pas, ça n'installe pas des collectifs plus durables, et que les formes électorales de la démocratie représentative, elles ont sans doute besoin d'une institutionnalisation beaucoup plus assurée en fait de ces groupes. Mais à cet égard, je pense que le web est un témoin des transformations sociologiques, il est le lieu à la fois d'une décomposition et d'une recomposition de ces formes. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas des formes de participation sur Internet qui sont plus impliquantes que d'autres? Est-ce que vous avez analysé des choses comme ça qui vont plus loin que... Oui, bien sûr. Surtout, il ne faut pas séparer Internet et la vie réelle. C'est-à-dire qu'en fait, Internet est dans la vie réelle est dans Internet. Les deux s'entrelacent constamment. Alors, il y a parmi toutes ces expériences un peu fugaces, un peu futiles, un peu circulantes et proliférantes de l'Internet, il y a des zones de concentration et de condensation dans lesquelles quelque chose va s'installer qui va essayer de produire du collectif. Et Internet a donné de très beaux exemples de collectifs qui sont vraiment illustratifs. Sa fabrication elle-même, la gouvernance du réseau qui est par l'IETF, par le W3C, la fabrication du logiciel, et toutes les communautés du logiciel libre sont des communautés très impliquantes. Alors on peut entrer et sortir, mais quand on est impliqué dedans, ces implications sont longues et durables, et il y a toute une gouvernance, une organisation interne qui se met en place en fonction de règles qui sont très spécifiques et qui prétendent non pas être démocratiques, parce qu'au fond elles ne le sont pas du tout, mais elles sont méritocratiques, c'est-à-dire qu'elles vont évaluer les individus selon leur contribution à la communauté. Et puis Wikipédia, on est évidemment l'autre exemple majeur, parce qu'il est maintenant le site dominant de l'articulation d'un certain nombre de connaissances sur le web, et qu'il obéit à ces modes d'engagement-là. Mais après, là je suis dans les zones de très haute visibilité du web, il y a beaucoup de petits collectifs qui vont s'installer durablement, faire de la critique, faire de la vigilance citoyenne, faire de la science ensemble, partager des choses. Et je trouve que dans le monde des expressions amateurs et des cultures amateurs, on a sur le tricot, sur la cuisine, sur la musique, sur la broderie, sur les passionnés de voyage, sur l'histoire, on a toute une série de communautés qui s'organisent sous cette forme-là, qui sont souvent pas très visibles, qui restent un peu sous le radar. Elles sont dans un entre-soi toujours ouvert à l'extérieur, mais qui n'a pas besoin de la grande visibilité médiatique qui était conférée à ces collectifs dans d'autres contextes, et que le web permet de faire exister. Donc c'est ça le paradoxe d'Internet, c'est qu'à la fois sans doute ça fragmente, c'est incontestable, ça fragmente, ça disperse et ça accélère, mais ça permet aussi à ceux qui s'y impliquent de faire tenir quelque chose
tout en renvoyant, et c'est sans doute un des débats, je crois, politiques qu'il faut avoir sur Internet, tout en renvoyant constamment la responsabilité vers l'individu. Hein, c'est-à-dire que finalement, c'est dans quoi me suis-je engagé ? Dans quoi me suis-je engagé durablement ? Donc il y a quelque chose d'assez libéral, en fait, dans cette tendance à dire à l'individu, finalement, l'environnement nouveau que t'offre le numérique, c'est un espace dans lequel tu vas partager des vidéos de chats, où tu vas t'impliquer dans une communauté de surveillance citoyenne sur le contrôle et la surveillance de la vie privée, par exemple, ou telle zone d'action. Donc il y a quand même un enjeu qui est quand même, je crois, assez sensible sur cette idée de l'individualisation et des effets de l'individualisation dans nos sociétés.